La baisse des taux d'intérêt annoncée aujourd'hui, c'est une baisse en rafale pour relancer les investissements et amener les entreprises à embaucher. Déjà des candidats pour la reprise de TF1, mais pour le moment, entre publicité et redevance, les chaînes en sont à faire leur compte. 2 championnats de boxe ce soir sur Antenne 2, c'est à partir de 22h25 avec le combat vedette qui opposera le Mexicain Chavez à l'Argentin Barrios. Cannes à l'heure de Catherine Deneuve pour le film d'André Téchiné en compétition aujourd'hui. Ce sera le coup d'œil de Claude Sérille. Ce jeudi 15 mai, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Ansen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, de même que Camille Sontag, n'ont toujours pas été libérés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La levée totale de l'encadrement du crédit dès 1987, la baisse des taux d'intérêt et l'allègement du contrôle des changes, le gouvernement a mis donc la dernière main à sa panoplie financière. L'équipe de Jacques Chirac espère ainsi relancer l'investissement et donner dans la foulée un coup d'accélérateur à l'emploi. Ce sont des mesures qui nous concernent tous, à un titre ou à un autre. C'est par exemple le livret A de la Caisse d'épargne qui ne rapportera plus que 4,5%, tandis que le crédit au logement coûtera un peu moins cher. Alors voici l'enquête d'Ève Mettet auprès des établissements de crédit avant de revoir en détail les mesures annoncées aujourd'hui. Première victime des mesures annoncées ce matin, le livret de caisse d'épargne. 10 000 francs placés sur le petit livret rouge ne rapporteront plus demain ce qu'ils rapportaient encore aujourd'hui. Pour vous, concrètement, qui avez 10 000 francs sur ce livret, demain, la caisse d'épargne vous versera sur une période d'1 an 450 francs d'intérêt, alors que jusqu'à maintenant, vous aurez versé 600 francs. Mais à partir de demain également, vous pourrez verser 4 000 francs de plus sur votre livret de caisse d'épargne hors imposition, puisque le plafond a été relevé de 68 000 à 72 000 francs. Logé à la même enseigne, le livret B, le livret bleu des banques et le Codévi. Baisse identique pour le livret d'épargne populaire. Pour le livret d'épargne populaire, qui est rémunéré à 1 point au-dessus du livret A, il va donc passer de 7 à 5,5%, en conservant la clause de sauvegarde pour la protection contre l'inflation. C'est-à-dire qu'en cas de dérapage de l'inflation, la rémunération du livret d'épargne populaire serait supérieure à ce qu'elle était prévue. Ceux qui ont des vues sur l'épargne logement ne sont guère mieux lotis, à moins qu'ils n'aient eu des vues avant, c'est-à-dire qu'ils n'aient déjà ouvert un plan. En ce qui concerne les plans d'épargne logement, pour 10 000 francs, ils vous rapporteront à partir de demain 600 francs au lieu de 750 francs. En ce qui concerne les livrets épargne logement, pour 10 000 francs toujours, 275 francs au lieu de 375 francs. Mais en ce qui concerne les plans d'épargne logement déjà ouverts, il est bien entendu que les taux restent les mêmes. L'épargne moins rémunérée, voilà qui devrait entraîner les établissements financiers à diminuer leur taux de crédit. Hélas, les baisses annoncées aujourd'hui sur le crédit immobilier sont faibles. Les taux du crédit consommation, eux, n'ont pas bougé. Une voiture ou un téléviseur s'achètent toujours à terme aux alentours de 20%. Ce qui est pris dans la poche de l'épargnant n'est pas reversé, dès aujourd'hui du moins, dans celle du consommateur. Ce sont donc les conséquences les plus courantes de ce nouvel arsenal financier. Mais pour être tout à fait clair, voici le détail, à nouveau le détail de ces mesures, avec Gérard Leclerc. Premier cas, vous êtes épargnant. Les intérêts qui vous sont versés baissent tous de 1,5%. Ainsi, les taux sur les livrets A, B, bleu, Codévi et sur tous les comptes sur livret sont abaissés de 6 à 4,5%. Les taux sur le livret rose de 7 à 5,5%, ceux sur les plans épargne logement de 7,5 à 6%. Deuxième cas, vous êtes emprunteur. Les intérêts que vous payez baissent également, mais de façon plus irrégulière. Dans le logement, les taux des prêts locatifs aidés reculent à 4,94%, les prêts d'accession à la propriété à 8,60%, les plans épargne logement à 6,32%. Pour les entreprises, les taux de tous les prêts aidés, prêts bonifiés aux PME, à l'artisanat, prêts du FIM, sont uniformément ramenés à 8,75%, soit une baisse maximum de 3/4 de point. De ces mesures de libéralisation, le ministre de l'économie, M. Balladur, attend essentiellement qu'il pousse les entreprises à investir puis à embaucher comme s'y est engagé le patronat. On peut d'ailleurs remarquer que ce train de décision intervient au terme d'une semaine bien remplie, avec d'abord l'annonce de mesures d'allègement du contrôle des changes et puis la disparition prochaine de l'autorisation administrative de licenciement. Aujourd'hui, ce sont donc les taux d'intérêt. Le dispositif est en place, il est complet et c'est maintenant, semble-t-il, au patron de jouer, Philippe Sassier. Effectivement, toutes ces mesures ont été prises au cours d'une semaine assez mouvementée
Douche froide de la conjoncture INSEE lundi, grogne patronale devant le Premier ministre mardi, puis décision du gouvernement d'engager sa responsabilité et plan Balladur aujourd'hui. C'est vrai que pour relancer l'investissement afin de moderniser notre outil industriel et enrayer la montée du chômage, le gouvernement doit parvenir à mobiliser les entreprises. Car, dit-on, dans l'entourage du Premier ministre, si les déficits sont moins graves que prévu, sauf pour la sécurité sociale, la situation économique est plus dégradée que ce qu'on croyait. Voilà donc les entreprises françaises plus libres de leurs mouvements, comme leurs consoeurs étrangères, pour embaucher, licencier, exporter, emprunter. Les entreprises ont obtenu ce qu'elles voulaient. Nous avons supprimé certaines entraves, les prix et les changes seront totalement libres à la fin de l'année. La conjoncture mondiale est porteuse, remarque Édouard Balladur. Si elle n'en profite pas, ce serait suicidaire pour elle, souligne un proche de Jacques Chirac. En clair, elles pourraient ternir la bonne image qu'elles ont acquise sous le gouvernement de gauche et peut-être même conduire à l'échec la politique libérale qui est engagée. Les entreprises viennent d'obtenir un certain nombre de leurs revendications, mais n'oublions pas qu'on investit quand on a un marché et des clients à servir. Justement, Philippe, j'ajoute à tout cela cette réaction de M. Gattaz qui est à Bordeaux. Il vient dire que le gouvernement vient de prendre des mesures pour l'emploi qu'aucun gouvernement auparavant n'avait jamais prises. Il est indispensable, ajoute M. Gattaz, que les chefs d'entreprise en aient conscience et embauchent dès maintenant sans contrainte. Voilà donc pour le chapitre économique. L'autre coup d'accélérateur réclamé par une partie de la majorité tournait autour de l'audiovisuel. Depuis hier, c'est officiel, la privatisation c'est pour TF1, Antenne 2 reste publique et FR3 connaîtra son sort à la fin de l'année prochaine. Et puis décidément, tout va très vite puisque moins de 24 heures après cette annonce, il y a déjà 2 candidats au moins à la reprise de TF1. Ils ne seront sans doute pas seuls autour du tapis fer, c'est ce que nous explique maintenant Gaël Monlahuc. Le premier à ouvrir, à mettre sa mise pour démarrer le jeu sans perdre une minute, c'est Robert Hersan. Son dossier est prêt, des spécialistes de l'audiovisuel travaillent dessus depuis longtemps. Son groupe pèse 5,5 milliards de francs. Dans son jeu, son groupe de presse et la pression qu'il peut exercer, mais aussi 11 députés à l'Assemblée, qui sont liés à lui. Des atouts importants, mais contre lui, le fait d'être déjà le numéro 1 de la presse régionale française à la tête d'un empire qui dérange. Il sera prêt à jouer gros pour TF1, avec l'appui des banques. Son groupe, s'il veut survivre, doit évoluer et se diversifier. Le joueur qui a misé immédiatement après pour suivre et voir le jeu, c'est Jean-Luc Lagardère, à la tête du groupe Hachette, 10 milliards de francs. Il s'était déjà porté candidat pour racheter la 2. Il a l'avantage d'être déjà à la tête d'un groupe multimédia très diversifié, avec l'édition, la radio, la presse. Ils veulent être opérateurs principaux de la chaîne, mais pourraient faire un tour de table et s'associer à Francis Bouygues. Les autres partenaires possibles se tâtent. Jérôme Sédou, les chargeurs réunis, 2,5 milliards déjà à la tête de la 5, avait offert 4 milliards pour racheter la 2. Mais la 1, pour l'instant, n'a pas l'air de l'emballer. Un joueur qui s'était beaucoup manifesté à chaque occasion, Jacques Rigaud, à la tête de la CLT. Mais ouvertement, il veut la 5 et doit s'associer s'il veut rentrer dans le jeu. Le groupe Mouette Hennessy pourrait le suivre. Pas un seul joueur n'a les moyens de jouer seul. Le tour de table ne fait que commencer. Oui, j'ajoute que c'est la nouvelle commission de l'audiovisuel qui examinera ces dossiers. Donc pour le moment, rien n'est encore joué. Aujourd'hui, le personnel de TF1 s'est réuni en assemblée générale. Il a décidé de se joindre massivement à la grève du 21 mai. Il a également prévu de poursuivre l'action par d'autres moyens, donc contre la privatisation, c'est-à-dire à travers des reportages sur sa chaîne et une mobilisation de l'opinion publique. TF1 privatisé, en attendant de connaître le sort de FR3, c'est donc Antenne 2 qui devrait rester la seule chaîne publique de télévision en France. Avec une question économique d'importance, quelles seront les ressources dont disposera notre maison ? François Léotard a confirmé ce matin une baisse de la redevance télé. Alors sera-t-elle compensée par la publicité et pour combien de temps ? Une chose est sûre, il faut beaucoup d'argent pour faire de la bonne télévision. Voici la démonstration de Maryse Mano. Le journal que vous regardez ce soir coûte cher. En moyenne, 15 équipes partent tous les jours pour amener les images du 20h. C'est le reportage qui coûte le plus cher, surtout quand il vient de l'étranger. Ce reportage envoyé par Jean-Claude Paris, notre correspondant à New York, coûte environ 17 000 francs. 7 000 francs pour la fabrication de ce reportage et 10 000 francs pour la transmission de ce reportage par satellite depuis New York jusqu'à Paris. Et sur un an, quel est le budget de l'information ?
Sur un an, pour les 7 éditions quotidiennes du journal, c'est-à-dire 2 heures d'information par jour, le budget de l'information est environ 70 millions de francs. Si l'on ajoute les magazines, le sport et les salaires, le budget de l'information atteint 400 millions de francs. Celui des programmes, qui fournit 3500 heures par an, est beaucoup plus lourd. Un documentaire de création de type Sexy Folie coûte 600 000 francs pièce. C'est aussi beaucoup d'argent. De même, des émissions du type Champs-Élysées, 1,2 million par samedi soir. Le Grand Échiquier, 1,7 million. Donc vous voyez que pour faire de la télévision de création, dans le domaine du divertissement, de la fiction ou du documentaire, ça nécessite beaucoup d'argent. Autre exemple, cette série, Les Grivolous. C'est une série de prestige, elle coûte 3 millions de l'heure. C'est de la création pure, Antenne 2 en a produit 215 heures en 85. Programme plus information, le budget total de la chaîne s'élève à 2,4 milliards de francs. La publicité en fournit 60%, le reste 40%, c'est la redevance. Or, cette redevance va baisser, comme l'a annoncé François Léotard. La publicité compensera-t-elle le manque à gagner sur la redevance? Pas sûr, puisqu'il est question de diminuer, voire de supprimer les recettes publicitaires sur les chaînes publiques dans 5 ans. Mais les arbitrages ne sont pas encore rendus. J'ajoute à tout cela une précision qui nous vient de Denis Baudouin, le porte-parole de Jacques Chirac. Pas question de voir Antenne 2 devenir une chaîne officielle comme l'avait laissé entendre hier Jean-Claude Gaudin. C'est une mise au point en forme d'évidence pour nous, mais il est bon parfois que les choses soient dites officiellement, précisément. Jean Le Canuet, réélu président de l'UDF, la Confédération tiendra une réunion importante avec tous ses responsables. Ce sera au mois de novembre, mais aujourd'hui l'UDF a tenu à affirmer son soutien complet au gouvernement de Jacques Chirac. Les députés discutent actuellement de la motion de censure déposée par les socialistes après l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son projet de loi d'habilitation économique, avec une prise de position du Front National qui, malgré sa mauvaise humeur, ne votera pas la censure. Pour le reste, on remarquera que c'est Michel Rocard, c'est à lui qu'il revient de défendre la motion de censure présentée par ses amis. C'est ce soir. La riposte tranquille. Grande manœuvre, mais sur fond de torpeur cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a mis en batterie son article 49.3. Aujourd'hui, c'est le PS qui a répliqué par un autre gros calibre la motion de censure. Dans le rôle de l'artilleur, Michel Rocard, pilonnage en règle des projets économiques et sociaux du gouvernement, salve rapide d'ironie mordante. Une admonestation éditoriale, un froncement de sourcils auvergnat, une rumeur venant de l'avenue Pierre Ier de Serbie, et voilà que l'on met hors jeu le Parlement. Vous avez invoqué l'urgence du redressement économique et social, je vous cite. Il n'est en réalité que l'impatience avec laquelle certains de vos amis exigent le remboursement des dettes électorales que vous avez contractées auprès d'eux. En face, imperturbable Jacques Chirac. Dénonciation de l'enlisement, respect des engagements, éloge de la guerre de mouvement. Pourquoi y a-t-il urgence? Pour une raison très simple. Nous n'avons pas trouvé la France en bon état. Il y a actuellement dans notre pays une attente en forme d'espérance et le gouvernement est bien décidé à satisfaire cette attente. Les députés voteront demain pour ou contre la motion de censure. Arithmétiquement, elle n'a aucune chance d'être adoptée. Motion de censure aura donc, une fois encore, rimé avec coup de semonce. À l'étranger, toujours les conséquences de l'accident de Tchernobyl, avec les pays européens qui conseillent maintenant à leurs ressortissants d'éviter de se rendre en Ukraine et en Biélorussie. Côté radioactivité en France, les taux seraient toujours insignifiants dans notre pays. Reste que cet épisode de Tchernobyl n'aura pas été perdu pour tout le monde, notamment pour cet escroc qui est parvenu à vendre à des télévisions, 2 télévisions américaines et une télévision italienne, de soi-disant images de la centrale quelques heures après l'accident. Il avait même signé un contrat de 5 millions de francs avec les Américains pour un faux complet. Il avait d'ailleurs proposé ces images à Antenne 2, mais nos spécialistes avaient bien remarqué qu'il y avait là-dessous quelque chose de louche. L'escroc a été arrêté aujourd'hui à Rome, et c'est l'histoire que nous raconte Victor Vraman.
Ce bâtiment, c'est l'hôpital de Trieste, alors que notre compatriote Thomas Garinck, publicité gratuite, l'a carrément vendu pour 20 000 $ comme étant la centrale nucléaire de Tchernobyl. Vendu aussi ces montagnes à l'agence internationale Vice News, alors qu'on n'en a jamais vu de montagnes, ou du moins pas encore, dans la région de Tchernobyl. Ces images soviétiques montrent bien que la zone de Tchernobyl est d'une platitude désespérante. Le journal télévisé de la deuxième chaîne RAI, la télévision italienne, avait mordu à l'hameçon. Document exceptionnel, disait le présentateur. Mais il est vrai aussi que c'est la RAI de Trieste qui a découvert la supercherie, ou plutôt l'escroquerie. Car le faux journaliste avait déjà touché 2 300 $ de Vice News. Et s'il est venu à Rome, c'est pour encaisser le reste. Un flagrant délit en somme, puisqu'il a été aussitôt arrêté. C'est tout de même étonnant. 2 télévisions américaines ont contrôlé l'authenticité de ces images qui sont celles de l'usine à ciment de Trieste. Comme disent les Italiens, il bidone a aussitôt été proposé à Antenne 2. Mais comme chacun sait, Antenne 2 est une référence en matière journalistique comme en d'autres. Oui, une référence qui n'a pas acheté le document, je vous rassure. Un interlocuteur anonyme se réclamant du djihad islamique a lancé des menaces contre les otages occidentaux actuellement détenus au Liban, dont nous vous parlons tous les jours. Des menaces si les gouvernements français et américains continuaient à presser la Syrie d'obtenir leur libération. Des menaces à prendre avec beaucoup de précautions, puisque jusqu'à présent, le djihad islamique a toujours authentifié ces messages et fait dire qu'il continuerait de les authentifier. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un message anonyme qui pourrait venir de n'importe qui. Toujours est-il que la situation au Liban, associée aux attentats de ces derniers mois en Europe, ont amené de très nombreux Américains à annuler leur voyage vers le vieux continent. Près d'1,5 million, 1 400 000 Américains exactement, auraient ainsi modifié leurs vacances par peur de on ne sait quoi. Regardez plutôt le reportage de notre correspondant à New York, c'est Jean-Claude Paris. Cannes, c'est trop dur pour Rambo. C'est avec ce titre grinçant et avec cette image que la chaîne de télévision CBS avait choisi d'annoncer son reportage sur la vague d'annulation de vacances en Europe par crainte du terrorisme. Officiellement, Sylvester Stallone, alias Rocky, alias Rambo, alias avant tout le symbole d'une Amérique courageuse, était trop occupé pour venir à Cannes. Après tout, l'Europe continue à travailler avec nous. Je ne vois aucune raison valable à tout ça. Je pense tout simplement que les Américains n'ont pas de tripes. Autre signe d'un changement d'attitude en Amérique, les chiffres publiés hier par la même chaîne CBS. Un Américain a 52 fois plus de chances d'être assassiné dans son pays que d'être la cible d'un terroriste en Europe. Et dans le temps où 5 Américains étaient victimes du terrorisme, 464 étaient assassinés dans la seule ville de New York. Après avoir crié au loup, les journaux commencent à faire de l'humour sur cette peur qu'ont les Américains de monter dans des avions à destination de l'Europe. Dans le Washington Post, un journaliste écrit ceci. « Après 6 jours en Grèce, je suis encore vivant. Mais quelle terreur! J'ai échappé à une balle de golf. » À écouter les réactions de quelques Américains interrogés au hasard dans les rues de New York, on sent bien que l'opinion publique est différente de ce qu'elle était il y a seulement quelques semaines. En ce moment, c'est peut-être encore un peu dangereux, mais dans 2 ou 3 semaines, quand la panique sera calmée, les gens recommenceront à aller en Europe à nouveau. Dans certaines agences de voyage, on va jusqu'à parler de 70% d'annulation. Et qui va profiter de ces annulations? L'Extrême-Orient, l'Australie et les États-Unis. Rester en Amérique, chez soi, c'est sûrement la meilleure façon d'être sûr de pouvoir regarder Rambo en version originale. Jean-Louis Etienne récupéré au pôle Nord après un raid de 63 jours et de près de 1000 km sur la banquise. Le médecin français qui avait donc tenté et qui a réussi ce raid est maintenant retourné à Resolute Bay, toujours au Canada. La mort d'Elio De Angelis, le pilote, était dans un état désespéré après son accident survenu sur la piste du Castellet. Il est donc mort en fin d'après-midi. Brigitte Duvauchel. Cet après-midi, celui que l'on surnommait le prince noir, Elio De Angelis, 28 ans, est mort. Il n'a pas survécu au terrible accident qu'il a eu hier lors d'essais privés sur le circuit du Castellet. 2 victoires en Grand Prix, Zellweg en 1982, il bat Keke Rosberg sur la ligne d'arrivée. Et puis Imola l'année dernière. Pilote très expérimenté, 108 Grands Prix à son actif, il avait été l'un des principaux animateurs du championnat du monde 84 où il termina 3e derrière Lauda et Prost. L'an passé, il ne s'était classé que 5e, laissant sur ordre de l'écurie Lotus la priorité au Brésilien Ayrton Senna. C'est pourquoi, au début de l'année, il avait quitté Lotus pour signer chez Brabham. Il pilotait la BT55, la voiture la plus basse de l'histoire de la Formule 1.
82 cm tout compris entre la piste et le sommet du casque du pilote. La seconde part de la championnat, d'habitude c'est très compétitif. Je ne sais pas pour la première fois. Fils d'une famille romaine très riche, il aurait pu jouir de sa fortune. Mais sa passion pour la Formule 1 était trop forte. Grande soirée de boxe ce soir sur Antenne 2 avec un triple combat. D'abord la rencontre Pépone-Don Camillo juste après ce journal. Et puis, juste après ce premier pugilat, un double championnat du monde en direct de Coubertin de la boxe de la vraie. C'est une première en France. Avec nous en direct, l'organisateur de cette rencontre, un boxeur lui-même, puisque c'est Louis Acariès que je devrais voir notamment. Vous êtes là, Louis ? Oui, oui, je suis là. Eh bien, juste une question très rapide. Quand on pense championnat du monde, on pense toujours les poids lourds. On pense Monzon, Cassius Clay. Là, ce sont des légers. Ça va être aussi spectaculaire. Vous allez le voir dans peu de temps, je crois que c'est à 22h chez vous. 22h25. 22h25, vous allez voir de grands champions. Et il est essentiel à Paris de faire connaître ces champions. Et dans les mois à venir, nous allons avoir un calendrier suivi et avoir ces champions presque tout le temps chez nous. Je veux donner à Paris une place très importante dans la boxe mondiale. Donc il y a une nouvelle boxe en France maintenant grâce à vous, grâce à l'organisation de matchs de ce type. Ça commence ce soir à 22h25, c'est donc sur Antenne 2, n'oubliez pas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Mais pour le moment, nous faisons un détour par Cannes. Cannes où le festival se poursuit sous le soleil, c'était en tout cas le cas ce matin. Et le film du jour, eh bien, c'est le film d'André Téchiné, Le lieu du crime, avec Catherine Deneuve. Aujourd'hui, c'est Claude Sérillon qui suit pour vous le festival. Il vient d'arriver. Bonsoir et merci Bernard. Vous m'avez sans doute laissé le meilleur, non seulement le soleil et ceux qui s'amusent dans l'eau, mais également la possibilité de rencontrer Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est l'interprète principale du film d'André Téchiné, Le lieu du crime. Le lieu du crime est projeté ce soir au Palais des Festivals de Cannes. Catherine Deneuve pour quelques instants sur Antenne 2. Et j'envisage pas l'échec parce que je pense pas non plus au succès, si vous voulez. Je pense à... C'est trop d'émotions déjà, un film qui sort et puis qui sort ici à Cannes en compétition, ça fait beaucoup de choses. Alors l'échec, le succès, c'est vrai que moi je ne le vois pas de l'extérieur comme ça, le film, je peux pas. Vous savez, le secret de la réussite, heureusement, n'a jamais été trouvé. Parce que je pense que ce qui fait évidemment l'équilibre et puis la différence d'un film à l'autre, quel que soit le talent d'un réalisateur et des interprètes et du scénario, c'est quelque chose qui n'appartient à personne et qui est une somme d'envie, si vous voulez, qui tendent vers la même chose et qui aboutit. C'est ça, il y a des choses de base au départ que tout le monde connaît, qui sont la réalisation, qui sont le talent du metteur en scène, l'histoire, l'interprétation. Mais ce qui fait la différence entre un film bien joué, bien écrit, bien fait, et puis un autre film, ça c'est heureusement que ça reste magique. Voilà pour la sélection officielle de ce soir, Le lieu du crime d'André Téchiné, interprète principale Catherine Deneuve. Mais dans la catégorie Un certain regard, un film bien intéressant, celui d'un Israélien, Eli Cohen, cela s'appelle Ricochet, et le film a été tourné au Liban. Reportage de notre correspondant Charles Anderlin. Ricochet. C'est le premier film d'action réalisé par l'armée israélienne et distribué dans le grand public. Ce long métrage a été tourné en situation au Liban, juste avant le retrait israélien. Les civils libanais ont accepté des rôles de figurants. Le thème, les problèmes moraux que pose aux soldats l'occupation d'une population hostile. الله يخليك هاي روشتة من حكيم الله يوفقك الله يخليك الله يخليك الله يوفقك مريضة راح تولد مريضة شكرا بالصدر ما بالصدر قاش قاعد فوقنا اطلع المطار اطلع انت منين؟ جمشيد هذا السفير ليش عم يزي بخواخ ولا ما بخواخ ولا ما تعرفه؟ لا זה ברור מה ברור? שום דבר לא ברור במדינה הזאת, אתה מבין? שחור זה לבן ולבן זה שחור, רק שמבחינתך הכל שחור. מה הולך שם? שוקרן, שוקרן, שוקרן. À l'origine, ce film devait servir à la formation des officiers pour tout ce qui concerne les problèmes moraux dans des situations difficiles. Au vu du résultat, l'armée a décidé de le diffuser dans le grand public. Je pense que c'est un film audacieux, car c'est un film contre les guerres. La critique israélienne, de gauche comme de droite, fait déjà bon accueil à Ricochet, un film qui pourtant rappelle de très mauvais souvenirs aux Israéliens. La météo maintenant en moins de 10 mots avec Brigitte Simonetta.
6 mots, ce sera temps qui rit, temps qui pleure. Regardez, nous commençons par le temps qui rit sur notre carte. Des éclaircies qui se manifesteront du nord à l'est et surtout le flanc sud, partout ailleurs, des nuages et de la pluie. Et des températures stationnaires de 13 à 16 sur la moitié nord, de 16 à 24 sur la moitié sud. Nous aurons demain 2 minutes de soleil en plus et ce sera la Saint-Honoré. Vite fait, bien fait, merci. Bonsoir, c'est terminé. À demain 20h. Maintenant, c'est le cinéma.